Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. People are suffering. People are dying. I have a dream. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. The spirit of a people. Yes, we can. Civis, le podcast de la réflexion collective et de l'engagement citoyen. Pour ce 7e épisode de Civis, on va recevoir Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis et professeur à l'université Paris II Panthéon-Assas. On va aborder avec lui les questions relatives à l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis. Il va nous donner son analyse et son point de vue sur les chances de Donald Trump d'être réélu, mais aussi sur la place que prend l'écologie dans la campagne et sur le ou la candidate démocrate la plus à même de battre Donald Trump. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris II Panthéon-Assas, vous êtes aussi chercheur à l'IRIS, chercheur au centre Thucydide. On vous présente souvent comme étant spécialiste des États-Unis, des questions de politique aux États-Unis, de société. Récemment, en 2019, vous avez sorti 2 livres. Alors un premier qui s'intitulait « Et s'il gagnait encore ?» donc à propos de la potentielle réélection de Donald Trump, et un autre sur l'ancien vice-président d'Obama et candidat à la primaire démocrate Joe Biden, qui s'intitulait « Joe Biden, le 3e mandat de Barack Obama ». Tout ça sorti aux éditions VA Press. Donc, pour commencer l'interview, justement sur Trump, votre livre s'intitule « Et s'il gagnait encore ?» Donc je vais vous poser la question, et s'il gagnait encore ? Ah, on commence par la fin en réalité. On commence par la fin, exactement. C'est ça. Alors, écoutez, je vais vous faire la même réponse que je fais dans mon livre. Dernière ligne de la dernière page, je vous dis, si vous avez $1, je crois qu'il vaut mieux aujourd'hui le mettre sur la défaite de Donald Trump, parce que effectivement, si beaucoup d'éléments nous montrent qu'il devrait gagner, en tout cas que n'importe quel autre président à sa place serait certainement réélu dans les conditions dans lesquelles il est aujourd'hui. S'agissant de Donald Trump, on ne peut pas dire cela parce que la société n'a jamais été aussi divisée qu'elle l'est actuellement. Et moi, je parie sur cette division pour avancer l'idée de sa défaite. Mais alors, comment ça se fait ? Quelles sont les divisions qui empêcheraient que ça... Est-ce que les divisions se sont accrues depuis 2016 ? Comment est-ce que vous analysez ça, vous ? Oui, effectivement, il faut creuser un petit peu cette question-là, parce que les divisions, c'est pas quelque chose de nouveau aux États-Unis. On a quand même eu une guerre civile qui a fait que des divisions étaient très fortes aux États-Unis, mais justement, ça a amené une guerre. Depuis, tout le travail des présidents a été de réunir les deux peuples américains, si on peut le dire, si on considère qu'il y a un peuple de gauche et un peuple de droite, pour simplifier. Et d'ailleurs, le discours de l'Union qui est délivré chaque année au Congrès a cette fonction. Clairement, tous les présidents, à chaque discours de l'Union, ont parlé de réunification, de main tendue, de travail ensemble. Mais au-delà des paroles, c'est la pratique. La pratique qui a été, pendant très longtemps, la politique américaine était quand même marquée par une idée du compromis. Ce compromis qui faisait que, étant justement républicain ou démocrate, la politique américaine consistait à travailler ensemble et trouver le dénominateur commun qui permettait d'avancer. Ce qui, en même temps, montre la sclérose de ce congrès qui n'arrive pas à avancer très vite, puisque le compromis est toujours difficile à obtenir, bien entendu. Mais aujourd'hui, on n'avance plus du tout. La machine est totalement grippée. On a vu déjà ce mouvement grandir très fort sous Obama, avec l'opposition qui s'est dressée face à lui, les fameux Tea Party en particulier, qui empêchaient de tourner en rond, si on peut le dire ainsi. Et les choses se sont retournées une fois que Donald Trump est arrivé, et les démocrates ont employé les mêmes techniques que les Tea Party. Il y a 2 mouvements très forts, un dans la rue, l'autre au Congrès. Dans la rue avec le mouvement de résistance, en particulier la jeunesse, mais Hollywood, on a également vu ça très fortement, et les médias qui se sont opposés à Donald Trump quoi qu'il fasse, mais les membres du Congrès se sont mis à faire la même chose, les élus partout dans le pays, en tout cas les élus démocrates, et ça, c'est là où la machine se grippe, parce que s'ils sont tout le temps dans la démarche d'opposition, le compromis ne peut plus être atteint, et donc on ne peut plus faire des lois qui permettent d'avancer pour le peuple, et c'est là où la division devient gangréneuse, si je peux le dire ainsi, parce que elle rentre dans les têtes. Et s'agissant de Trump, aujourd'hui, il y a même à l'intérieur de certaines familles des gens qui ne se parlent plus parce qu'ils seraient trumpistes ou anti-trumpistes. Et ça fait qu'il y a quand même un vrai ras-le-bol aux États-Unis de cette situation, parce que c'est très pénible quand vous êtes dans la haine constante au quotidien avec des gens qui étaient des amis auparavant ou des voisins ou des collègues.
Mais donc, vous avez dit que justement tous les présidents auparavant essayaient de faire l'union. Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce que Donald Trump joue sur ces divisions ou alors il essaye toujours, il s'inscrit dans la continuité et il essaye de faire l'union toujours? Alors, Donald Trump est un homme de la division, si je veux dire, parce qu'il est né de la division. Jamais Donald Trump n'aurait pu arriver au pouvoir s'il n'y avait pas eu des divisions déjà, là, au sein du Parti républicain. Quand il est arrivé, le Parti républicain a été émietté en un grand nombre de chapelles différentes, qui fait que c'était très compliqué de savoir quel camp allait l'emporter sur l'autre au sein du Parti républicain. Même si, avant l'élection de Donald Trump, tous les clignotants nous indiquaient que les républicains allaient gagner, parce qu'ils venaient de gagner les midterms, qu'ils avaient gagné très fortement les élections des gouverneurs, qu'ils avaient gagné un peu partout au niveau local. Il y avait une dynamique qui allait du côté des républicains. Ça, c'était l'état des lieux. Mais Donald Trump, ensuite, a su formidablement jouer avec ces divisions en opposant les républicains les uns aux autres par, on le sait, l'invective, la provocation, les insultes, qui a fait qu'il a réussi à jaillir au-dessus du lot. Et ce faisant, il a créé effectivement un facteur de division. Là où c'est malin du côté de Donald Trump, c'est que le 20 janvier 2017, quand il arrive au pouvoir pour l'investiture, au lieu de tendre la main, comme on le fait traditionnellement, à l'autre camp, lui, il n'avait aucun camp, puisqu'il avait les deux camps contre lui. Il a tendu la main aux républicains. Et il les a réunis. Tout son travail pendant les 2 premières années a été d'unir le Parti républicain. Et aujourd'hui, on ne voit qu'un bloc en réalité, même si on distingue les libertariens qui régulièrement font parler d'eux, les conservateurs qui poussent pour que leur programme soit appliqué par Donald Trump. C'est quand même un bloc assez uni aujourd'hui qui va à l'élection et qui fait qu'il y a très peu, je veux dire, si on voit Weld et Walsh qui se présentent contre Trump, ils font 2 et 3%, et il n'y a pas de place pour qui que ce soit aujourd'hui à côté de Trump. D'accord. Et même, alors parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, l'actualité c'est la procédure d'impeachment de Donald Trump. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est la procédure d'impeachment et nous dire, est-ce que même ça remet pas en cause sa domination sur le Parti républicain? Non. Alors la procédure d'impeachment, d'abord, pour expliquer en 2 mots, quand d'abord la Constitution américaine et le texte suprême, qui est la règle du jeu démocratique américaine, avec une stabilité extraordinaire, puisqu'elle n'a jamais changé. En réalité, elle a eu des changements, des amendements qui se sont rajoutés, mais le texte en lui-même est resté le même, un texte très court, très ramassé, 7000 mots avec les 27 amendements, rendez-vous compte, c'est vraiment un texte tout petit, qui est suffisamment flou pour pouvoir gouverner au fil du temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est un texte vivant, puisqu'il s'adapte à l'époque, aux époques suivantes. Ce texte prévoit que si un membre du gouvernement, de l'administration, un juge, n'importe lequel des officiels au niveau fédéral de haut rang commet un haut crime, une trahison ou n'importe quoi d'autre, il peut être destitué. Il fallait en réalité se protéger contre la dérive dictatoriale toujours possible, que ce soit par un individu ou un groupe d'ailleurs, puisqu'on peut destituer tout un groupe. Et ça, les pères fondateurs étaient très jaloux à l'idée de mettre cela dans le texte. Cela existait déjà dans des constitutions d'État, donc ils ne faisaient qu'appliquer ce qu'ils avaient déjà inscrit dans leur propre constitution au niveau plus local, et bien sûr, vous avez compris, ils venaient de faire une révolution avec le roi George, donc ils avaient ça quand même tous en tête. Donald Trump est donc sujet à une procédure d'impeachment parce que les démocrates pensent qu'il a abusé de son pouvoir en essayant de s'arroger des pouvoirs qu'il n'a pas, et en passant par-dessus le Congrès. Il y a donc une atteinte à cet équilibre entre les 3 pouvoirs que sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire, dans cet ordre-là, dans la Constitution. Et partant de là, le Congrès dit non, nous existons et nous avons le devoir, même pas la possibilité, mais le devoir de vous dire qu'il faut vous arrêter là, parce que sinon, si on ne le fait pas, il n'y a plus de limite. Et donc il faut mettre une limite, et même si ça ne va pas au bout, a rajouté Pelosi, même si ça devait se retourner contre nous, il fallait le faire, parce que c'est l'idée même de démocratie américaine qui est en jeu dans cette histoire-là. Donc la procédure commence à la Chambre, par un vote de mise en accusation à la Chambre, et ensuite elle est transmise au Sénat, ce qu'on a actuellement, où le Sénat est chargé d'instruire un procès. Est-ce que... on sait que Donald Trump, il a une base, je ne sais pas si on peut la qualifier de militante, mais derrière lui, qui les soutient et qui les soutient envers et contre tout. Est-ce qu'il ne va pas pouvoir jouer justement sur la procédure d'impeachment pour se faire réélire en se victimisant comme il le fait assez bien, de ce que moi j'ai l'impression?
Oui, moi aussi j'ai l'impression qu'il se victimise très bien, c'est même une marque de fabrique de Donald Trump et il maîtrise ça totalement. Après tout, c'est une technique comme une autre, mais effectivement, ça marche sur sa base, ça marche d'autant plus que sa base se victimise également. C'est-à-dire que quand on attaque Donald Trump, la base ressent qu'elle est attaquée elle-même. Et elle n'a pas totalement tort, puisque ce qu'elle dit, le message qui est véhiculé par Donald Trump, par ses équipes, et qui passe très bien auprès de ceux qui votent pour lui, c'est que les démocrates essaient de voler le vote. Les démocrates, étant l'élite, refusent l'idée que le peuple a pu faire un choix différent de celui qui était annoncé dans les médias, dans les sphères intellectuelles, dans les sphères bien pensantes, et donc ils contre-attaquent pour essayer de reprendre ce vote. C'est ainsi que la base de Donald Trump l'interprète. D'accord. Donc à chaque fois qu'on attaque Donald Trump, il s'arc-boute en disant « mais vous essayez encore une fois de me prendre mon vote », la procédure d'impeachment étant le summum là-dessus, puisqu'il s'agirait de destituer le président légitimement élu par le peuple, si on se met toujours de ce point de vue-là. Donc bien sûr, la réaction, elle est violente. Maintenant, penser que ça va avoir une influence sur la campagne électorale voudrait dire que ça dépasse la base de Donald Trump, parce que s'il ne s'agit que de la base, elle est déjà acquise. Et moi, je pense que justement, ça n'a pas d'effet au-delà de la base de Donald Trump. Donc je crois que cette procédure n'aura aucun effet. D'accord. Justement, vous avez parlé du rapport des électeurs de Donald Trump à l'élite, etc. En France, personne n'avait vu venir, enfin personne, j'abuse, mais une grande partie de la population, des journalistes, même des politiques français n'avaient pas vu venir l'élection de Donald Trump. Est-ce que, et depuis, l'impression qui est renvoyée dans j'ai lu plusieurs articles là-dessus, notamment une psychanalyse faite par le JDD qui disait qu'il était fou, mégalo, paranoïaque, et plein de qualificatifs comme ça qui renvoient à quelqu'un qui n'est pas apte à exercer le pouvoir, etc. Et est-ce que vous jugez qu'il est véritablement comme ça, ou alors on a tendance à pas criminaliser, mais le mettre en avant comme étant quelque chose qu'il ne faut absolument pas qu'il arrive en France, justement pour éviter que ça arrive en France derrière. Est-ce que je ne sais pas si je suis très clair, mais très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Alors, d'abord, si vous me permettez, j'avais annoncé que Donald Trump allait être élu dans un livre qui s'appelle L'incroyable Donald Trump, qui veut la peau du parti républicain, l'incroyable Donald Trump, qui a été publié en décembre 2015, et j'expliquais déjà à ce moment-là qu'il avait une technique. La technique, c'était la provocation, c'est ce dont je parlais, la division, jouer sur la division qui existait au sein du parti républicain en mettant à chaque fois le bout de bois dans le coin pour faire tout sauter, et effectivement l'invective qui rajoutait avec l'insulte, qui permettait de s'attaquer à des adversaires un par un, comme il sait le faire, pour essayer de les abattre un par un, et puis de les amener à se battre entre eux, et ça a formidablement bien fonctionné, puisqu'il a fait notamment tomber les gros calibres qui étaient Jeb Bush et Scott Walker, Jeb Bush du Texas, Scott Walker du gouverneur du Wisconsin, qui étaient les deux grands favoris au départ de cette bagarre-là, de cette compétition. Maintenant, c'est vrai que l'attaque ensuite sur Donald Trump s'est portée sur des éléments personnels. Moi, j'ai jamais souscrit. Je fais un long chapitre dans le livre que je publie après son élection, Trumpland, dans lequel j'explique que je vois pas pourquoi on dirait qu'il est fou. Moi, je suis pas psychiatre, hein, et ça paraît bizarre. Je vais pas vous dire que vous êtes fou, j'en sais rien, et vous l'êtes peut-être, et c'est un psychiatre de le dire. Vous voyez, c'est pas à moi. Maintenant, il est élu, donc s'attaquer à lui en disant il est fou, donc il faut jouer le 25e amendement pour le destituer, c'était mettre la charrue avant les bœufs, faire preuve de fantasme qui s'avançait, ou de panique, je ne sais pas trop comment le dire, mais en faisant tout cela, on a encore plus crédibilisé Donald Trump, parce que comme ça, au bout d'un moment, ça ne tient pas à l'analyse. Il n'a pas un comportement qui montre qu'il est fou, il a un comportement de provocateur, ça c'est sûr, voire horripilant, on peut le dire, et pour beaucoup de monde, voire repoussant, pourquoi pas, mais tout ça, c'est pas la même chose. Fou, c'est quelqu'un qui a une maladie mentale, qui doit donc être soigné pour cela. Personne jusqu'à maintenant n'a porté la preuve que c'était le cas, et Donald Trump exerce le pouvoir comme pourrait l'exercer un autre. Après, on a les divergences ou les convergences avec lui sur sa façon de faire, mais ça n'apporte rien au débat que de dire que quelqu'un est fou. C'est la façon un peu facile de s'attaquer sur le plan politique à quelqu'un, et je crois que ça le renforce.
Donc c'était une erreur, à mon sens, de la part des démocrates d'attaquer là-dessus, parce que là aussi, sa base s'est agglomérée derrière lui immédiatement en disant écoutez, on vient de les lire, laissez-le gouverner. Et c'est d'ailleurs le message qu'on entendait à ce moment-là. On entendait laissez-le gouverner, il a des choses à montrer et vous allez voir ce que vous allez voir. Juste pour conclure cette question-là, 11 mois après son élection, rappelons quand même qu'il y avait une réforme fiscale qui sortait en 11 mois, ce qui est juste extraordinaire. On voit les difficultés qu'il y a en France actuellement pour faire une réforme des retraites, mais une réforme fiscale, imaginez, de cette ampleur-là, elle passerait pas en 11 mois, ni en France, ni aux États-Unis, et pourtant il l'a réussi, pendant que tout le monde criait qu'il était fou. Ça a tué d'ailleurs cette histoire de folie, ou ces accusations de folie, et c'est pas plus mal, puisque ça a permis de faire avancer le débat sur autre chose. Mais, alors justement, il a passé une réforme fiscale dont vous parlez. Est-ce que c'est parce qu'il est arrivé en étant ultra préparé, ou alors il est très bien conseillé? C'est quoi? C'est plutôt sa personne à lui qui réussit à faire une union autour de lui au Congrès, ou alors ses équipes? C'est quoi? Alors, je ne crois pas un instant qu'il était très bien préparé. J'ai beaucoup dit et écrit qu'il était totalement incompétent en arrivant, et je pense encore aujourd'hui. Je crois qu'il était, je vais le redire, totalement incompétent en arrivant au pouvoir. Après, l'incompétence, c'est quelque chose qui se soigne. Et c'est la première des choses que je dis à mes étudiants. Vous pouvez ne rien connaître à un sujet, ça c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas se corriger, c'est de ne pas aller chercher les informations pour essayer de grandir. Ce qui aurait été grave, c'est que Donald Trump reste avec son incompétence et reste au pouvoir. À ce moment-là, ça aurait pu être dangereux pour le monde, pas que pour l'Amérique. Donc je crois qu'effectivement il a appris, il a beaucoup travaillé, parce que très entouré, parce que la fonction demande cela. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est un président comme les autres. Encore une fois, je mets de côté la nature de ces décisions dont le jugement appartient à chacun, bien entendu, mais il se comporte comme un président. Donc il a appris le boulot, que ce soit en intérieur ou en extérieur. La réforme fiscale, en revanche, c'est pas son fait. La réforme fiscale, c'est le programme du Parti républicain. D'accord. Il a appliqué ce que demandaient les républicains depuis très longtemps. Il a appliqué quasiment le programme de Romney 4 ans avant. Et par la suite, c'est ce qu'il a fait. Entre Romney et McCain, vous avez tout le programme de Donald Trump. Rien de nouveau sous le soleil. Si la base de Donald Trump le soutient aussi fortement, c'est parce qu'il est le personnage qu'il est. Si les membres du Congrès le soutiennent, c'est parce qu'ils y ont un intérêt. Et leur intérêt, c'est que c'est le programme qu'ils ont toujours défendu. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Sur le plan politique, il a fait le ménage en écartant tous ceux qui le critiquaient, mais il a gardé quand même beaucoup de monde, ou du moins beaucoup de monde sont toujours là, qui sont absolument en accord avec ce qu'il fait, non pas avec l'homme, ça c'est autre chose, mais sur le plan politique, et eux ce sont des politiciens, ils s'y retrouvent. Cette réforme fiscale en fait partie. Mais donc justement, la seule différence entre Donald Trump et ses prédécesseurs, donc Mitt Romney, etc., c'est la stratégie politique et le personnage. En termes de programme, vous voyez pas de différence? Ah si, je vois une grande différence. Je vois pour la plupart des politiciens des racines idéologiques, un rythme de vie, plutôt une trajectoire de vie qui les amène vers cette conquête du pouvoir pour appliquer les idées qu'ils ont. Avec Donald Trump, je suis encore en train de me demander quelle est l'idéologie qui est derrière. Pour moi, Donald Trump est un idéologue. Il n'est pas un idéologue. Il prend au cours du temps ce qui passe. C'est un démagogue, c'est quelqu'un qui va vers très souvent le dernier qui a parlé, vers les plus grandes forces. Il y a des lobbies autour de lui, il les écoute un petit peu. Alors on le dit très souvent, les évangéliques aujourd'hui ont une voix très forte à la Maison Blanche. On fait beaucoup de prières à la Maison Blanche. Souvenons-nous de 2015 quand même. Pensez un jour qu'on aurait des prières aussi régulières à la Maison Blanche avec Donald Trump, ça aurait fait rire tout le monde. C'est quand même ça qu'il faut remettre en question. Et ces mêmes évangéliques, quand on leur disait mais enfin, on parle de Donald Trump, vous pouvez pas le défendre, ils disaient mais on n'élit pas un prêtre ou un pasteur, on élit un président. Ils faisaient eux-mêmes la différence, mais aujourd'hui eux aussi sont servis par la politique de Donald Trump qui va dans leur sens. Les évangéliques, les conservateurs, il y a des groupes comme ça qui se retrouvent. Donald Trump sert à ces gens-là ce qu'ils attendent. Ce faisant, il sécurise son assise au pouvoir et il espère bien aller jusqu'à la réélection. Alors justement, imaginons qu'il soit réélu. À quoi ça ressemblerait en termes un acte 2 de Donald Trump, il soit réélu pour 4 ans.
sans parler des relations internationales parce que ce serait un sujet trop large, mais en termes de politique interne aux États-Unis, est-ce qu'on serait dans la poursuite de ce qu'il a déjà fait, ou alors une accentuation de, je sais pas, à quoi ça ressemblera? Alors on va pas parler de politique internationale, pourtant je crois que c'est là que ça aurait le plus d'impact. Bon, bah alors, mais parlons-en. Je vais juste vous expliquer pourquoi sur le plan intérieur ça n'aura pas d'impact, parce qu'il y a de très fortes chances que la Chambre des représentants soit encore plus démocrate après cette élection qu'elle ne l'est actuellement. C'est-à-dire que la majorité soit amplifiée pour les démocrates. Et il y a de grandes chances que le Sénat reste républicain. C'est-à-dire que le président qui soit élu, quel qu'il soit démocrate ou républicain, ne pourra pas gouverner. Il aura donc 2 ans pendant lesquels il fera de l'attentisme. En réalité, on en a un déjà au Parti démocrate qui explique qu'il travaillera avec les républicains, qui tendra la main, qu'il est républicain compatible. Et ça fait partie de son axe de campagne pour expliquer que c'est Joe Biden. C'est à peu près le seul qui pourrait arriver à faire quelque chose en étant président pendant les 2 années qui viennent. Parce que sinon, quel qu'il soit, l'équilibre des pouvoirs et fera que ça avancera pas. Sur la politique étrangère, c'est différent. La politique étrangère est beaucoup mise dans les mains du président. C'est l'article 2 de la Constitution qui le prévoit. Donc là, ça change les choses. Et effectivement, un Donald Trump réélu, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose si vous mettez en ligne de mire l'Iran, Israël, la Corée du Nord, l'Afghanistan. Il y a une marge de manœuvre pour le président qui est assez grande, la Chine, et on aurait une intensification de tout ce qu'il a fait. Est-ce que la Chine, pour être concret, peut se permettre 4 ans de guerre commerciale de plus? Pas sûr. Est-ce que l'Iran peut se permettre 4 ans d'asphyxie supplémentaire? Pas sûr. Est-ce que Kim Jong-un supportera que Donald Trump continue à lui mettre une pression? Pas sûr non plus. Du côté d'Israël, est-ce que l'attente qui est forte du côté d'Israël va pas être encore récompensée? Et les Palestiniens, comment vont-ils vivre 4 ans de sclérose de la part de Donald Trump de plus? C'est très compliqué. La Turquie, les tensions qu'il y a avec la Turquie, comment vont-elles se poursuivre si Donald Trump est réélu? En réalité, c'est là qu'il y a une vraie tension. Le Venezuela, quid du Venezuela si Trump est réélu? Il va forcément y avoir quelque chose, alors qu'aujourd'hui, on voit que les tensions reprennent entre Maduro et Guaido. Donc effectivement, je crois que c'est sur la politique étrangère, réellement, qu'il se passera quelque chose de très fort si jamais Trump est réélu. D'accord. Alors, les démocrates, donc l'autre camp, s'active pour essayer d'éviter sa réélection. On a parlé de Joe Biden, mais il y a aussi Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, si je le prononce bien. Qu'est-ce que... vous avez écrit justement un livre qui s'appelle Biden, le 3e mandat Obama. Est-ce que Joe Biden fait campagne sur le retour au passé, le retour à la normale, je crois. C'est ça. Est-ce que après ce qu'on peut appeler, enfin ce qu'on peut pas appeler, non, mais une sorte de révolution Donald Trump qui met à bas plein de choses déjà acquises aux États-Unis, est-ce que faire campagne sur le retour en arrière, ce sera suffisant pour gagner? C'est un petit peu votre pari, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour gagner? Je le pense très sincèrement. C'est ce qui s'est passé en 1920. Warren Harding a parié sur un retour à la normale aussi. Return to normal, c'était vraiment le slogan. Il est dit comme ça sans être dit avec Joe Biden. C'est mettons Donald Trump dehors, ce qui revient au même. C'est en réalité, le monde s'est arrêté de tourner pour les démocrates le 9 novembre 2016. Ce jour-là, c'est la grande crise. Les gens sortent dans les rues. À San Francisco, dans le métro, il y a des graffitis partout, comme s'il y avait eu la fin du monde, et les gens expliquent à quel point ils sont désespérés. C'est un vrai choc. Des vedettes de premier plan, Katy Perry, Madonna, etc., expliquent que c'est vraiment très grave. On avait même dit que la moitié de la population irait au Canada si jamais Donald Trump était élu. Et il est élu. Le choc. Une fois qu'on a ça, c'est vrai qu'on l'a vu, cette résistance a été constante tout au long du mandat de Donald Trump, même si c'est un peu calmé. Je veux dire, aux Golden Globes, on a dit aux vedettes, il faut arrêter de parler de politique. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup calmé par rapport aux Oscars ou aux Golden Globes précédents. C'était assez vrai. Mais quand même, la crise est toujours là, dans les têtes. L'idée de destituer Donald Trump est toujours présente et la demande est toujours très forte de la part des démocrates.
Il y a les jeunes qui demandent effectivement qu'il y ait un autre type de président, parce que les plus jeunes générations, donc la génération Y, la génération Z, Les 18-24 ans, c'est ça? c'est 18-24 et 24-30, D'accord. ont une autre façon d'appréhender la politique. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans les partis politiques, mais ils sont dans l'idée d'une morale politique. Il faut adhérer à des valeurs communes qui permettent justement de vivre ensemble. Le vivre ensemble est devenu une expression très importante. C'est vivre ensemble, quelles que soient nos différences. Partons du principe qu'on est tous différents, et c'est aujourd'hui une idée reconnue et revendiquée. Et c'est l'idée aussi qu'on n'a qu'une planète. Et on le voit, on va en parler les grandes crises, mais je t'amuse là-dessus parce que c'est Ouais, lié, bien sûr. les grandes crises comme l'Australie aujourd'hui secouent la planète. On dit mais on peut pas laisser mourir 1 milliard d'animaux sans réagir, on peut pas laisser mourir, détruire la flore, on peut pas laisser ce pays brûler ainsi. On arrive donc au réchauffement climatique avec bien sûr cette opposition avec des plus anciens qui n'y croient pas. Ça fait partie du discours politique. Alors est-ce que Biden est le meilleur pour porter ce genre de questions? Certainement pas. Mais il est le mieux placé pour aller parler, comme je le disais tout à l'heure, aux républicains. Et ce faisant, il est le mieux placé, comme il dit lui-même, du fait de son électabilité. C'est un très vilain barbarisme, Ouais. mais qui veut dire qu'au-delà de l'éligibilité, qui veut dire le droit de se présenter, il est le mieux à même de battre Donald Trump. Et c'est vrai que tous les sondages actuellement indiquent que c'est lui qui est devant, quoi qu'il arrive, même dans des États très serrés où Donald Trump serait censé l'emporter, ou Joe Biden pourrait l'emporter, parce que il est reconnu des plus anciens aussi, ceux qui votent Donald Trump. Je pense en particulier à la Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, qui sont des États clés qu'il faut absolument gagner, et l'Ohio, que je n'ai pas cité, mais qui est très important, où là, Joe Biden a vraiment, lui aussi, une base très forte et peut donc réagir. Et on ajoute que le pari, il est que les jeunes vont quand même aller voter. Pas parce que c'est Joe Biden, mais parce qu'il va falloir virer Donald Trump. D'accord. Donc, même si on va revenir sur une sorte de gauchisation du Parti démocrate, mais même si c'est pas Sanders ou Warren qui sont plutôt les candidats des jeunes, ce que vous dites parce qu'ils portent des thèmes comme l'écologie, etc. Vous pensez que pour faire barrage à Donald Trump, ils se rabattront de toute façon sur Joe Biden? Absolument. Ok. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de gauchisation du Parti démocrate? Pas de gauchisation, c'est très moche aussi comme mot, mais de déplacement vers la gauche du Parti démocrate. Est-ce qu'on peut le considérer vis-à-vis des années Clinton ou des années précédentes? Moi, je parle de gauchisation aussi, c'est pas vilain comme mot, c'est à moi le mérite d'être clair. Alors, Clinton, comme Sanders, comme Warren, sont des enfants de 68. Ce sont des gens qui avaient entre 20 et 30 ans en 68, qui se sont retrouvés dans les manifestations contre la guerre du Vietnam. Là aussi, vous voyez, c'est une idée de morale, d'une certaine éthique en politique, qu'il faut se comporter bien pour cette planète, vu qu'on n'en a qu'une, et pour la paix. Ils se sont retrouvés aussi après, souvent dans ces habitats collectifs, en particulier pour Sanders, peut-être moins pour Clinton, mais ils ont porté l'idée de progressisme qui est née à ce moment-là, puisque qu'est-ce qui est né dans les années 60? C'est la reconnaissance des minorités, la reconnaissance de toutes les minorités, qu'elles soient de couleur ou sexuelles, l'environnement, la question environnementale née à ce moment-là aussi, l'inclusion de façon générale. Donc ce sont les porteurs de ce message-là. Biden est ce qu'on appelle un modéré. Il est un peu moins. Il est aussi un enfant de cette époque-là, mais un petit peu moins, pour des tas d'autres raisons qui tiennent aussi à sa vie propre. Son histoire personnelle. C'est ça. Donc c'est un peu différent. Il y a des différences réelles entre Clinton et Sanders. Bien sûr, Sanders est vraiment plus à gauche que Clinton. Il y en a moins déjà entre Clinton et Warren, qui sont déjà assez proches. D'ailleurs, au moment où Hillary Clinton va se lancer, on pense que c'est Warren qui va y aller. Il n'y a pas vraiment de différence, elles sont un peu interchangeables l'une et l'autre, et d'ailleurs Warren n'y va pas parce que Hillary Clinton y va et que le message aurait été le même. En rajoutant bien sûr avec ces deux femmes le message féminin qui est une présidente à la tête des États-Unis, ce qui n'a jamais encore eu lieu, il faut quand même le rappeler. Sanders
invente quand même quelque chose de nouveau avec sa révolution en 2016, révolution environnementale, pas que sociétale. Il rajoute cette dimension en 2016 et ce message marche formidablement bien sur les plus jeunes, donc les générations effectivement dont on a parlé tout à l'heure, de 18 à 30 ans, qui le suivent immédiatement puisque ils reconnaissent le message et que Sanders n'est pas considéré comme quelqu'un qui agit pour lui parce qu'il est très âgé, mais qui agit pour les autres. Et cette forme d'honnêteté qui lui est accordée rajoute à ce qu'on peut avoir comme envie de suivre Sanders quand on est jeune, parce qu'on se dit, mais après tout, voilà, il veut se donner à la patrie. Est-ce qu'il y a gauchisation du parti maintenant ? C'est vrai et faux. Il y a une radicalisation beaucoup plus forte sur la gauche, mais il y a toujours le même noyau au centre ou sur la droite du parti. En réalité, c'est un tiers du parti qui est très progressiste, mais c'était déjà un tiers il y a 10 ans. C'est un tiers légèrement plus gros, c'est vrai, qui a mieux réussi aux élections de 2018. C'est vrai aussi avec la montée notamment de beaucoup de femmes et de femmes très progressistes. Comme Alexandria Ocasio-Cortez par exemple. Mais c'est pas le cas partout. Et là où il y a des vraies différences, c'est dans les États trumpistes qui avaient voté Trump, où les démocrates qui gagnent sont des démocrates très modérés. Et on voit que l'électorat reste le même quand même dans ces endroits-là. Donc la sociologie des États-Unis n'a pas réellement évolué pour l'instant. C'est d'ailleurs très dangereux, parce que ça veut dire que si les démocrates perdent cette élection, il pourrait y avoir une cassure dans le parti, puisqu'aujourd'hui, il peut y avoir une division entre ces deux blocs qui finissent par ne plus se comprendre et à plus dire les mêmes choses. Mais justement, je viens de parler d'Alexandria Ocasio-Cortez, elle a parlé très récemment, elle a dit que dans un autre pays, Joe Biden et Bernie Sanders ne seraient pas du tout dans le même parti. Du coup, est-ce qu'il y a un véritable rite de scission, même avant les élections, au sein du Parti démocrate ? Avant les élections, non. Elle va être isolée si jamais elle poursuit sur la même démarche. Le parti joue très bien son rôle de ce côté-là et ça a commencé. On a entendu beaucoup de leaders qui s'en sont pris à elle. Alexandria Ocasio-Cortez s'est beaucoup radicalisée. Cette première année de congrès l'a mis dans la lumière très fortement. Elle est devenue superstar. Le monde entier la connaît. Mais c'est vrai qu'elle va de plus en plus à gauche. Elle est à la limite plus à gauche que Bernie Sanders aujourd'hui. Il faut quand même le dire. Elle va beaucoup plus loin. Bernie Sanders n'attaque pas Joe Biden. Vous avez remarqué. Joe Biden a dans la tête... C'est son ami, etc. Et oui, bien sûr. Pour lui, même s'il est indépendant, il dit je travaille avec lui. On est des démocrates. Et surtout, il sait comment marche une primaire. Une primaire, c'est... On s'oppose sur nos idées, mais à partir de la convention, on est à nouveau ensemble, parce que l'ennemi, il n'est pas là, il est en face. Celui qu'il faut abattre, si ce n'est pas l'ennemi, en tout cas, celui qu'il faut battre, c'est dans l'autre parti. Et là, pour l'instant, c'est un ennemi, puisque c'est Donald Trump. Et Bernie Sanders, quand on lui pose la question de Joe Biden, revient toujours à Donald Trump, en expliquant que, de toute façon, il faudra battre Donald Trump, même s'il rajoute à la fin que c'est lui qui est mieux placé que Biden pour battre Donald Trump. C'est le jeu, tout cela. Oui, Ocasio-Cortez a franchi une ligne. Elle a expliqué effectivement qu'elle n'avait quasiment rien en commun avec Joe Biden, sous-entendu, il est de droite, il est quasiment républicain. Et puis, elle va beaucoup plus loin, puisqu'elle a même cessé de verser ses contributions au Parti démocrate, et qu'elle crée sa propre caisse pour encourager les candidats progressistes qui vont se présenter aux élections. Donc elle est en train de prendre un chemin très tortueux et de crête même, on va le dire, qui peut l'amener, elle, à être quasiment exclue du parti. S'exclure ou être exclue. Et donc, imaginons qu'elle soit, elle-même s'ostracise, est-ce que ça peut pas lui être bénéfique ? Est-ce qu'elle peut pas faire émerger un nouveau bloc, mettre fin au bipartisme ? Je pense à elle, mais je pense aussi à Bernie Sanders. Est-ce que ils peuvent pas mettre fin au bipartisme et créer un nouveau bloc de gauche, parce que quand même le mot de socialisme a été tabou aux États-Unis depuis les années 50 avec le macartisme, etc. Aujourd'hui, Sanders se revendique du socialisme démocratique. Est-ce que ça, à terme, parce que justement il est porté par une génération qui est la mienne, qui est celle des 18-30 ans, est-ce que à terme ça peut pas former un troisième bloc aux États-Unis et mettre fin au bipartisme ? Alors là, j'ai pas de boule de cristal, et c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si jamais les démocrates perdent, il va se passer quelque chose. Parce que la scission, elle n'est pas là, mais elle n'est pas loin. En tout cas, les différences entre progressistes et modérés, si on peut le dire ainsi,
elle est quand même forte sur beaucoup de thèmes. Bien sûr. Les questions, les attentes, les aspirations ne sont pas les mêmes. Les priorités ne sont pas les mêmes. Ce faisant, par exemple, je vais prendre un exemple. Le thème numéro 1 aujourd'hui, c'est la santé. Sur cette question de santé, Bernie Sanders apporte une solution dite très radicale. Medicare for all. C'est la sécurité sociale pour tout le monde. Ça veut dire que tous les Américains seraient assurés par un même système géré par l'État. C'est tellement révolutionnaire que c'est ce que nous avons en France. Exactement. Et d'ailleurs, on l'a même entendu dans un meeting dire que même les Français étaient arrivés. Donc c'était pas très gentil pour nous. Mais nous, ça ne nous semble pas révolutionnaire. On se dit, voilà, c'est fait. Mais si vous êtes américain et que vous êtes habitué à un autre système, qui est que vous faites ce que vous voulez de votre argent. Alors, vous êtes un étudiant, dans quelques années, vous allez peut-être négocier un emploi, sauf si vous êtes dans la fonction publique, mais si vous allez négocier votre salaire et quelques avantages. Aux États-Unis, clairement, dans cette situation-là, vous négociez une assurance. Pour vous, votre future famille, votre épouse, votre compagnon, vos enfants, enfin, et vous dites, je veux cette assurance. Donc vous l'avez. Pour la moitié des gens, plus de la moitié des gens aux États-Unis, c'est pas un sujet l'assurance, puisqu'elle est payée par l'entreprise. Maintenant, avec Bernie Sanders, ces gens-là qui ont une assurance payée devraient payer à leur tour pour l'assurance générale, parce que tout est remis dans la négociation. Et les entreprises vont peut-être dire, mais moi ça ne me regarde pas, c'est payé par l'État. Il n'est pas assuré qu'ils vont payer les assurances à leurs employés comme avant. Ça fait peur, ça a des gens qui se disent, mais tout d'un coup, dans mon budget, je vais devoir prendre 1000, 1500, peut-être $2000 par mois pour payer l'assurance de ma famille. C'est beaucoup d'argent. Je ne veux pas payer tout ça. Et c'est déjà ce qui avait beaucoup fait ronchonner dans les rangs républicains et démocrates au moment de la dernière élection, puisqu'il y avait une amende qui était mise avec l'Obamacare, qui se montait à $750 quand même, si on ne s'assurait pas. Et beaucoup de républicains disaient, mais je ne veux pas payer cette amende, je ne veux juste pas m'assurer. Après tout, vous avez l'air en bonne santé, vous prétendez peut-être que vous êtes en bonne santé, vous pouvez vous dire, bah, je ne prends pas d'assurance avant 40-45 ans, j'ai le temps, de toute façon, il ne m'arrivera rien d'ici là. Ouais. Et statistiquement, vous n'avez pas tort, il y a très peu de gens qui sont malades, mais si malheureusement ça vous arrive, c'est une catastrophe. Et c'est ça que dit Bernie Sanders. Quand il a eu son attaque cardiaque, il est sorti de l'hôpital en disant, vous voyez, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis très bien assuré. Ouais. Et j'aimerais que vous ayez la même chance que moi. Est-ce que, justement, vous avez parlé de la santé, sur quels thèmes vont se jouer d'abord les primaires, parce que c'est quand même sur des thèmes plus progressistes justement, et ensuite l'élection. C'est quoi la différence des thèmes? J'imagine que ça va être l'écologie, on a parlé de la santé. Quelles vont être les différences entre les thèmes de la primaire et les thèmes de l'élection générale? Eh bien, vous imaginez mal, parce qu'il se trouve que l'écologie n'est pas un thème de la campagne, et c'est même un thème qui ne marche pas. On a eu parmi les candidats Jay Inslee, qui est le gouverneur de l'État de Washington, qui faisait partie des 3 qui s'étaient lancés dans We're Still In, de cette organisation qui a voulu pallier à la sortie de l'accord de Paris par Donald Trump, vous savez, des villes, des États et des entreprises qui se sont mis ensemble. Mais le premier, c'était l'État de Washington, qui est très en avance, qui a prévu qu'il y aura un carbone zéro d'ici 2030 dans son état. Je veux dire, c'est vraiment le plus en avance. Eh bien, c'est un des premiers sortis de la campagne. Sa campagne n'a pas fonctionné. Même si les jeunes sont dans le discours environnementaliste aujourd'hui, ça ne se traduit pas en vote. C'est très curieux. En réalité, pour l'instant, il n'y a qu'un thème sociétal qui sort, c'est celui de la santé, classique, je veux dire, plutôt que sociétal. Et le deuxième thème qui domine tout, c'est Trump dehors. En dehors de ça, on n'a rien. Pour l'instant, il n'y a pas de débat. Les solutions qui peuvent être proposées à droite à gauche sur des tas de choses, personne n'en parle. Saviez-vous par exemple que Buttigieg en ce moment défend l'idée d'un plan d'infrastructure de 1500 milliards de dollars. Personne n'en parle, ça intéresse personne. C'était un des thèmes principaux en 2015-2016 quand Donald Trump proposait la même chose. C'est également une des questions que défend John Delaney, qui est dans la campagne depuis très longtemps. Et personne n'en parle. Et donc c'est quoi? C'est une élection qui est très personnalisée. Tout le monde se dit il faut battre Donald Trump, quitte à laisser tomber les idées. Parce que moi, du coup, j'ai quand même énormément regardé les programmes, etc. pour préparer l'interview. Et le programme de Sanders, c'est quelque chose qui est très détaillé. Le programme d'Elizabeth Warren, c'est quelque chose qui est très détaillé. Et ils préfèrent, enfin, c'est pas qu'ils préfèrent, mais ils sont obligés de laisser de côté leurs propositions très détaillées, etc.,
au profit de on veut battre Donald Trump. Oui, on a avec Warren par exemple deux propositions très originales qui l'ont fait décoller au départ. C'est d'abord un impôt sur la fortune, même si c'est très limité, hein, c'est pas non plus révolutionnaire. Très grande fortune. Oui, et puis c'est vraiment pas beaucoup, c'est 2 ou 3% suivant les paliers. Donc c'est facile à comprendre. Bon, on voit le principe, on voit la remise en cause de l'idée d'une grande fortune. Se demander aujourd'hui si dans cette société c'est normal que quelqu'un ait 55 milliards de dollars sur son compte en banque, ça semble complètement fou. Elle pose bien le problème. La deuxième proposition très forte d'Elizabeth Warren, c'était l'attaque contre les GAFA, qui rappelait le problème des trusts à la fin du 19e siècle, en parlant de ce pouvoir énorme qu'avaient des entreprises à une époque, qui pouvaient donc au final fixer les prix, puisqu'ils étaient un marché captif. Aujourd'hui, avec les GAFA, on a un État dans l'État, ils peuvent même fixer les règles, les lois, ça va très loin. Et ils agissent sur notre quotidien en décidant ce qu'ils veulent. Regardez au niveau de l'Union Européenne, quand l'Union Européenne vote que vous avez un droit à l'oubli, les GAFA vous appliquent leurs propres règles en expliquant à quelles conditions vous avez le droit à l'oubli, c'est-à-dire s'ils le veulent bien. C'est quand même incroyable que même des suprastructures étatiques n'arrivent pas à imposer aux GAFA les règles de base. Et je ne parle même pas de l'imposition, qui est une vraie lutte aujourd'hui, que mène notamment Bruno Le Maire. Et on voit avec quelle peine et avec les risques qu'il y a pour la France aujourd'hui, puisque dans quelques jours ou quelques semaines, on risque d'avoir une rétorsion très forte de la part de l'administration Trump. Mais ces deux propositions, personne n'en parle. En réalité, la seule qui passe, c'est chez Bernie Sanders, c'est Medicare for All, qui a été un projet de loi d'ailleurs qu'il a avancé. Bien sûr, actuellement, comme la Chambre est divisée, le Congrès est divisé, il ne peut pas y avoir de loi, mais c'est la seule proposition qu'on entend. Même l'éducation gratuite pour tous, qui avait fait son succès en 2016, personne n'en parle. Aujourd'hui, c'est toujours dans son programme. Mais c'est une question dont plus personne ne parle. C'est vraiment réduire au maximum la portée d'une élection, ou l'offre d'élection, parce que celle dont tout le monde parle, c'est à chaque fois Donald Trump. Et c'est je renvoie Trump. Et si je vous demande une mesure chez Joe Biden, je suis sûr que, alors peut-être pas vous, puisque vous avez préparé, mais les trois quarts des gens ne seront incapables de donner une proposition de Donald Trump, mais même aux États-Unis, mis à part, il va virer Donald Trump. Ouais. Et donc on en est réduit à ça pour les primaires. Maintenant, pour l'élection elle-même, ça va être différent. Puisque là, on sera sur un face-à-face. Et vous voyez bien, venir l'élection, elle va se reprendre sur les fondamentaux de Donald Trump. La question numéro 1, ça va être l'immigration, bien évidemment. On va revenir à la frontière, on va revenir au mur, et puis en filigrane, l'économie. Et est-ce que même Joe Biden, est-ce que Joe Biden va pas faire des concessions? Est-ce qu'il va être vraiment sur un point de vue de rupture radicale avec le mur, l'immigration, etc. Ou est-ce qu'il va se positionner au centre pour attirer des républicains, est-ce qu'il va être très, pas pro-immigration, mais très contre le mur, etc. Ou alors il va essayer de faire des concessions à Donald Trump pour attirer. Sur le mur, Donald Trump, vous voyez le lapsus, Joe Biden n'est pas fondamentalement en rupture avec Donald Trump. La notion de frontière, c'est une notion américaine qui existe depuis toujours. Joe Biden a aussi des propositions sur l'immigration, mais n'oublions pas qu'il a exercé le pouvoir. Donc il a aussi cette idée qu'il faut réguler, et tout en laissant ouvert la voie de l'immigration, il y a quand même des questions qui se posent aujourd'hui au niveau de l'immigration. On ne peut pas avoir des frontières totalement ouvertes. Donc sous Obama, on l'a vu, il y a eu beaucoup de retours. On ne rentre pas comme ça, il faut respecter les règles. La question qui est en cause aujourd'hui, c'est la loi de 65 sur l'immigration, voulue par Johnson, c'est le regroupement familial. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne réponse? Parce que elle permet une immigration très forte pour les Asiatiques, qui sont désormais nombreux aux États-Unis et qui peuvent donc faire venir l'ensemble de leur famille, ou est-ce qu'il faut l'amender? C'est la proposition Trump, mais c'est déjà aussi une proposition que les démocrates avaient avancée. Ça se pose moins avec les Mexicains. Il y a quasiment plus d'immigration avec les Mexicains. C'est un faux problème, et c'est une dénonciation erronée de la part de Donald Trump de dire que les Mexicains envahissent. Là, il fait référence au changement démographique qui a lieu dans les États du Sud, qui sont le fruit des populations hispaniques, mais qui sont déjà aux États-Unis en réalité. Et donc, savoir si, je poserais le problème différemment, tel que va le poser Donald Trump, si les États-Unis sont une terre d'accueil, ce qu'il veut, effectivement, mais en mettant quelques règles supplémentaires,
Joe Biden. Joe Biden, ça, oui. ouais, ok. Pour que justement ce soit pas pour qu'on n'ait pas à les fermer un jour, pour qu'il n'y ait pas le repoussoir qui revienne. D'accord. Parce que les Blancs américains ont très peur de cela. Ils ont très peur d'être assimilés, vu qu'en 2050, ils seront eux-mêmes une minorité. Il n'y aura plus de majorité aux États-Unis de la part d'aucun groupe. D'accord. Et ça fait très peur à une majorité blanche vieillissante, qui se situe pas dans un monde multiculturel comme les plus jeunes le font beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. Je vais rajouter à propos de l'offre aussi, j'ai oublié sur la campagne, et la seconde partie, il y a quand même une question qui va aussi beaucoup peser, c'est celle des armes. Et Joe Biden a une proposition différente des autres là-dessus, et là il va être en confrontation directe avec Donald Trump qui lui défend le droit de porter une arme sans limite. Alors que Joe Biden ne veut pas justement Joe Biden propose de baisser le nombre d'armes qu'il y a au pays. On évalue aujourd'hui entre 300 et 350 millions le nombre d'armes en circulation. Que de personnes. Oui, il y a 330 millions d'habitants. J'irais au moins une par habitant, bébé compris. Vous voyez, ça donne une image assez claire. Et bébé, voyez-le plutôt avec la K-47 et la R-15, puisque les plus jeunes, ce sont les armes qu'ils ont. C'est un véritable problème. Cette facilité d'avoir des armes, vous pouvez l'acheter dans une foire aux armes. Vous savez, un AK-47, ça coûte $100. C'est très facile à obtenir. On offre à sa belle pour la Saint-Valentin un petit Colt à $25, mais qui tue aussi bien qu'une grosse arme, même si elle est rose et dans un écrin. Bien sûr. C'est un véritable problème sociétal. Donald Trump dit: je ne veux pas vous enlever vos armes, par contre je veux réduire le nombre d'armes et limiter effectivement... Joe Biden, vous avez dit Joe Biden. Pardon. Et il propose de racheter les armes, ce qui a déjà été essayé dans certains États. Quand c'est que sur un État ça ne fonctionne pas, au niveau national il faudrait voir ce que ça donne. En tout cas, la démarche est intéressante parce que l'idée est d'abord, avant de faire des régulations plus grandes, de faire tomber ce chiffre de 350 millions d'armes en circulation qui est effarant. Mais Bernie Sanders et tous ceux qui sont plus progressistes que Biden proposent une interdiction totale de la vente. Ah, pas du tout. Personne ne propose une interdiction totale de la vente. Ce serait suicidaire politiquement aux États-Unis de proposer cela. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays de chasseurs, c'est un pays de liberté. Les deux termes ensemble avec des armes, ça veut dire touche pas à mon arme. Beaucoup d'États, puisque souvent ce sont les législations d'État qui font la différence, autorisent même la libre circulation, le libre port des armes, en limitant. Par exemple, vous ne pouvez pas aller dans un bar dans le Tennessee avec une arme. Vous devez la laisser à l'entrée, vous la reprenez en sortant, même si vous avez bu 15 bières. Ce qui est assez effarant là aussi de penser qu'une fois que vous êtes chargé en alcool, vous avez le droit de prendre votre arme elle-même chargée. Et ça, c'est des failles de la législation américaine qui sont aberrantes. Mais personne ne propose l'interdiction des armes, et surtout pas Bernie Sanders, qui est même attaqué sur ses positions sur les armes, puisque pendant très longtemps, il n'a pas dit un seul mot, et il l'a fait à dessein, puisque quand il s'est présenté la première fois à une élection, il est passé parce qu'il y avait une dispute entre un démocrate et un républicain, justement sur la question des armes, parce que le républicain avait proposé de limiter, et qu'il a été battu à ce moment-là. Bonne leçon pour Bernie Sanders, qui dans le Vermont, un État très chasseur, s'est dit plus jamais je parlerai des armes, et a toujours défendu le droit de porter une arme. Il était même très bien noté jusqu'à récemment par la NRA, l'association qui défend le droit de porter une arme. Le lobby pro-armes aux États-Unis. C'est ça. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il propose de limiter, mais il propose comme les autres de limiter, d'interdire les armes semi-automatiques, les AR-15 et les AK-47. Et bien sûr les armes automatiques qui sont interdites, de les retirer totalement de la circulation. Alors, vous avez dit que l'écologie n'avait pas la place que ça devrait avoir dans la campagne. Il y a quand même des propositions qui sont assez fortes, comme le Green New Deal, proposé d'abord par le Sunrise Movement, si je ne dis pas de bêtises, et puis par Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, même repris par Joe Biden dans une version édulcorée. Et par Warren. Mais par la plupart des candidats qui restent. Combien de candidats il reste Il en reste 12 aujourd'hui. 12, d'accord. Et donc, ils proposent quasi tous le Green New Deal. Quelle forme ça prendrait? Parce que ça revient sur une notion qui est celle du New Deal, qui est emblématique aux États-Unis, de la politique de Roosevelt dans les années 30, sortie de crise. Donc, quelle forme ça prend, le Green New Deal voulu par les démocrates, et c'est quoi les différences entre les différents candidats?
Alors, c'est vrai que le Sunrise Movement pousse beaucoup pour cette question-là. Et le Sunrise Movement vient de se positionner, puisque maintenant ils soutiennent officiellement Bernie Sanders, donc ils sont dans sa campagne. Bernie Sanders ne fait que reprendre lui-même ses propres propositions de 2016, puisqu'il est le premier en 2016 à expliquer qu'il faut une révolution environnementale, parce que la planète est en danger, qu'on n'en a qu'une, et que le temps presse. C'est ce qu'il expliquait en 2016. Il est à la naissance de tous ces mouvements environnementaux très jeunes qui se sont développés aux États-Unis. L'idée, effectivement, est de mettre beaucoup d'argent là-dessus. C'est un peu ce qu'on a vu dans la résistance à Donald Trump. Déjà, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans l'idée qu'il faut passer, faut retirer le fossile, clairement, de la société américaine. Mais j'ai envie de vous dire, plutôt que de parler de ce qui se passe dans le cœur de chaque campagne ou dans le cœur des propositions des uns et des autres, puisque j'expliquais que c'est pas ce qui prend. Vrai. Ce qui est intéressant de noter, c'est que de toute façon, ça se fait. Et dans des États très républicains, on va prendre le Texas, l'Arkansas, l'Alabama, les législations d'État limitent déjà le fossile. Et ils votent des lois pour passer à de l'électrique, pour passer à de l'énergie propre. On a en Californie une loi qui est en vigueur depuis le 1er janvier, qui dit que toute nouvelle construction doit être équipée de panneaux solaires. Donc l'électricité doit être autoproduite, la maison doit être autosuffisante. Vous voyez, c'est vraiment des avancées, on se sert de l'existant. Le sud de la Californie, même si vous n'y êtes pas allé, vous savez qu'il y fait très beau toute l'année. C'est le ciel bleu dès qu'on ouvre les volets. Donc ce serait idiot de ne pas se servir du soleil pour faire de l'énergie et d'aller chercher du gaz de schiste dans l'étal d'à côté avec toutes les salissures qu'il y a pour les nappes phréatiques, bien sûr, et c'est vraiment ça les problèmes. C'est ce décalage gaspillage, salissure qu'il y a pu avoir dans les générations précédentes. Aujourd'hui, les jeunes le compensent par... Ils sont très vertueux en réalité de ce côté-là. Et c'est cette idée qui prévaut. Alors ça donne des tas d'effets dans la société. Par exemple, on concentre la société sur le cœur des villes, avec des maisons qui sont de plus en plus petites, resserrées. On se satisfait du minimum parce que justement, son empreinte écologique devient une vraie préoccupation pour chacun. Et tout ça a des effets sur le plan politique, bien au-delà des programmes. Donc ça précède en réalité les programmes. Le Green New Deal d'Ocasio-Cortez est arrivé là-dessus. Elle-même a un engagement qui a commencé par l'environnement, puisqu'elle s'était battue contre les pipelines d'Amérique du Nord, qui était la grande question sous Obama. Elle militait d'ailleurs aux côtés déjà de Bernie Sanders. Et donc c'est normal qu'elle ait ses propositions parce qu'elle était dans l'écologie. C'est plus compliqué quand c'est Elizabeth Warren qui arrive sur l'écologie, sur le tard, je vais dire. Et sa proposition d'ailleurs est un dérivé du Green New Deal qu'elle appelle le Blue New Deal pour se distinguer. Vous voyez. Mais là on voit bien, ça fait publicité électorale. Ça donne pas envie en réalité. D'accord. Parce que elle aurait dit j'adhère totalement au Green New Deal sans rien d'autre, je pense que ça aurait été plus prenant pour elle. Avec Civis, on essaye d'axer sur l'engagement citoyen, etc. Il y a aux États-Unis, il y avait le mouvement Occupy Wall Street qui avait anticipé plusieurs mouvements dans le monde, je pense à Nuit debout, etc. Est-ce qu'il y a des mouvements sociaux qui se développent aux États-Unis actuellement et que vous pensez être amenés à se développer en Europe et particulièrement en France? Alors non, je ne pense pas. Sunrise Movement aurait pu essaimer en France et c'est pas le cas. Il y a des mouvements écologistes en France ou environnementalistes, mais c'est plus dans une logique intra-européenne ou plus... il y a déjà une égérie en Europe, alors c'est difficile d'aller sur un autre type de mouvement. On est plutôt dans cette idée-là aujourd'hui, et Greta est loin devant dans les têtes. Elle représente déjà une certaine idée du monde de demain. Donc je crois que ça s'inscrit plutôt là en Europe. Aux États-Unis, elle est connue, elle est également appréciée, je parle des jeunes,
Mais le mouvement Sunrise Movement s'est vraiment inscrit aussi dans une opposition à Donald Trump. Donc il y avait vraiment quelque chose de très américain dans ce mouvement qui est difficile de reprendre ici parce que on n'a pas cette opposition au quotidien en réalité qui se joue sur une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de la lecture de la Constitution. Vous voyez, donc ils s'inscrivent vraiment dans un milieu vraiment américain. Maintenant, il n'y a pas d'autres mouvements. Il y a des mouvements de résistance. Qui n'ont pas lieu d'être non plus en France, par exemple. Ça n'a pas de sens. On n'a pas vraiment. Donc là, ça reste à inventer. Ça se fera peut-être après. On a vu que sous les gouvernements démocrates, il se passe des mouvements très différents. Prenez par exemple Black Lives Matter. C'était un mouvement vraiment qui était né sous Obama, qui avait fait la promesse de dépasser justement les clivages de race, en parlant d'une société post-raciale. Promesse énorme, qui était difficile à tenir, et il n'a pas eu le temps de la tenir, ou pas eu les moyens de la tenir. Mais ces mouvements montraient l'impatience d'une jeunesse qui disait « mais nous, on veut vraiment de ça qui n'existe pas sous Trump ». Puisqu'aujourd'hui, on est dans un autre environnement politique, et vous avez vu que ces mouvements, ils sont toujours là, ils existent toujours, mais ils sont réduits à rien. Donc n'occupent plus la place médiatique. Donc ça ne peut pas essaimer. Mais ça reviendra s'il y a, je crois, un autre type de gouvernement aux États-Unis, ça va revenir très vite. Ne serait-ce que parce que les candidats là qui font une offre sont très vieux, et donc l'offre va venir de jeunes. Donc ça va, à mon avis, jaillir très vite. Peut-être autour de la future vice-présidente, puisque je crois que ce sera une femme. Donc première femme à occuper ce rôle-là, première peut-être présidente derrière, on ne sait jamais, qui sera, à mon sens, issue d'une minorité. Et donc il me semble que c'est surtout là-dessus, toujours en jouant sur l'inclusion, que ça va se jouer. Mais il n'y a pas de mouvement parce qu'il n'y a pas d'attente particulière aujourd'hui aux États-Unis. La plupart des problèmes sont réglés. Regardez ce qui faisait l'Amérique d'avant, c'était la lutte pour un mariage gay, réglé en juin 2016 par la Cour suprême. Aujourd'hui, c'est plus dans le débat. Même Buttigieg, qui est gay, a commencé à dire « mais je ne me présente pas pour la cause gay. Je suis gay, ça ne vous regarde pas. Ça fait juste partie de ma vie. » Et l'affaire était réglée et on est passé à autre chose. Alors, la société américaine, c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien en France, mais en comparaison avec d'autres pays, parce qu'il y a eu l'American Way of Life qui s'est développé, etc. Mais est-ce que vous avez des lectures, à part vos livres, des journaux, ou même des films qui peuvent permettre à des jeunes étudiants ou pas étudiants, français ou pas jeunes, qui veulent comprendre ou qui s'intéresse à la société américaine et qui permet, ou à la politique américaine, de comprendre ce que c'est les États-Unis à travers leur histoire, ou ce que c'est les États-Unis aujourd'hui dans le monde. Oh, mais écoutez, tous les films, tout Hollywood nous montre la société américaine. Les séries, elles nous montrent la société américaine. Moi, je conseille de regarder des séries américaines et des films américains. C'est pas un loisir idiot. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe dans les séries ce changement de la société qui est devenu beaucoup plus conservatrice depuis l'arrivée de Trump. Le virage vers des notions religieuses même apparaît très fortement dans les séries et les films, et on voit que déjà Hollywood s'est adapté au changement politique, alors qu'avant on avait plutôt justement cette idée de l'inclusion. On a eu ensuite la résistance. Black Ku Klux Klan, par exemple, était l'idée de cette résistance très forte à cette Amérique blanche. Et puis, ça diminue parce que le clivage diminue et que effectivement, ces valeurs républicaines très fortes, conservatrices, qui ont repris le dessus, eh bien, elles prennent leur place à Hollywood et elles prennent leur place dans les séries aussi. Donc, c'est intéressant quand on les regarde. Alors, il faut les analyser, bien évidemment, mais pas simplement les avaler. On observe que elles sont... c'est pas étanche tout ça, c'est bien sûr, ça s'imprègne de ce qui se passe dans la société très fortement. Donc on le voit dans les séries, les films, et bien sûr côté livre, il y a pléthore puisque les intellectuels américains réagissent beaucoup. Mais dans le livre, le problème c'est qu'aujourd'hui le biais est quand même très fort. On retrouve la division dont on parlait en début d'entretien entre ceux qui sont anti-Trump
et qui voient le monde à travers ce prisme aujourd'hui, alors que moi je regarde plutôt, donc à travers Hollywood et les séries, à travers le biais sociétal, ce qu'est la société aujourd'hui, ce qui était plutôt le corps de votre question. Merci beaucoup. Dans les prochains épisodes de Civis, on va recevoir des historiennes, des historiens, mais aussi des chercheurs et des politiques qui s'engagent tous au service du bien commun. Vous pouvez retrouver les épisodes qui sont déjà sortis sur les différentes plateformes de podcast, en plus d'être sur YouTube. Si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou intéressants pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter ou à l'adresse civispodcast@gmail.com.